Pierre Chapaz nous accompagne pour ce nouvel épisode. Dans les années 2000, il cofonde le comparateur de prix Quelcourt, revendu par la suite à Yahoo. Aujourd'hui, il est à la tête de Tids, un service qui réinvente la publicité en vidéo. Pierre Chapaz, où avez-vous grandi? J'ai grandi à Nice. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Ma famille était originaire du Genevois, mais j'ai passé 20 ans à Nice. D'accord, originaire de Genève. Oui, sur un petit village frontière, côté France. Côté France, ok. Donc vous connaissez bien la région. Très bien, j'y venais souvent en vacances. D'accord. Quels étaient vos centres d'intérêt quand vous étiez enfant? J'avais une passion pour la montagne déjà, qui est devenue une passion pour l'escalade depuis. Et puis, je faisais beaucoup de politique. Je viens d'une famille communiste. Et il m'a fallu quelques années pour virer ma cutie, mais j'ai beaucoup milité quand j'étais gamin. Donc vous étiez déjà très engagé quand vous étiez enfant? Oui, ce qu'il y a de commun par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'était une envie de changer le monde. C'était certainement la mauvaise méthode. On sait ce que ça a donné. Mais finalement, quand on est entrepreneur, je crois que ce qu'ont en commun beaucoup d'entrepreneurs, c'est une envie de changer le monde, même à leur petite échelle, dans leur domaine. Une certaine forme d'utopie. Et vous avez un début de carrière très académique. Oui, j'ai fait l'école centrale de Paris, qui est l'une des grandes écoles d'ingénieurs. Voilà. Après, vous avez travaillé à la Cité des Sciences. Oui, alors d'abord, en sortant de l'école, j'ai créé ma boîte. J'ai créé une petite boîte de production de vidéos. Vous voyez, aujourd'hui, je suis dans la distribution de vidéos publicitaires et même mon premier boulot, c'était déjà de produire des vidéos pour les entreprises, ce qu'on appelait des vidéos corporate. Donc, ça a été mon premier job. En sortant de l'école? En sortant de l'école. Et puis, ça s'est élargi rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer au projet de la Cité des Sciences de la Villette, qui cherchait des gens capables de parler avec tous les corps de métier qu'on peut trouver dans un projet comme ça, qui ont du mal à trouver un langage commun. Ça va des architectes aux financiers, en passant par les artistes, les savants fous, les designers et les publicitaires. Et j'ai notamment produit l'exposition sur l'informatique à la Villette. Donc l'entrepreneuriat très vite, très tôt finalement? Très tôt, oui. Très tôt, oui. Et les nouvelles technologies aussi? Et oui, en fait, je suis arrivé aux nouvelles technologies grâce à cette expérience à la Villette. Parce que quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout attiré par l'informatique. Mais il faut dire que l'informatique, ce n'était pas Internet. C'était les cartes perforées sur des grosses bécanes. C'était très pénible. Vous êtes passé aussi par des beaucoup plus grosses sociétés, IBM, Toshiba. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ces grosses structures? La lourdeur. Déjà, j'ai voulu faire cette expérience-là, parce que au bout de quelques années à travailler de manière indépendante, je me suis rendu compte que je n'avais pas de network, que je n'avais pas le réseau qu'il me fallait pour me développer, et qu'il me manquait l'expérience de l'entreprise, l'expérience de l'annonceur, si on parle de publicité. Donc un jour, un chasseur m'a appelé pour me proposer d'être directeur marketing de Toshiba en France. C'était une boîte japonaise, c'était les premiers ordinateurs portables. Et je me suis dit, banco, ça doit être une expérience intéressante. Le Japon était très à la mode dans les années 80. Ça a été une expérience intéressante, mais aussi avec ses limites. Le management à la japonaise, je l'ai appris, mais aujourd'hui, je ne l'applique pas dans mon entreprise. Finalement, vous avez toujours su que vous alliez devenir entrepreneur? C'était quelque chose... Vous sentiez ça déjà enfant, et puis après quand vous avez fait l'école centrale ou au moment où vous avez débuté dans vos premiers jobs? Je pense qu'on peut dire oui, parce que j'ai toujours eu un énorme besoin de liberté. J'ai jamais eu envie de travailler dans un cadre de salarié, même à très haute responsabilité, en allant tous les jours au même bureau et en ayant finalement assez peu d'impact sur ma société. Évidemment, plus la société est grande et moins vous avez d'impact. Chez IBM,
J'étais directeur marketing pour l'Europe du Sud. Le slogan interne de la société, c'était « Execute ». Ce qui voulait dire, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas trop. La stratégie a été définie aux US, on vous demande simplement d'appliquer. Ce qui est compréhensible d'un côté, mais ce n'est pas forcément ultra satisfaisant quand on est de l'autre côté. Quand on a une société qui aujourd'hui, comme la vôtre, a 350 collaborateurs, est-ce qu'on n'est pas finalement un peu loin quand même de l'entrepreneuriat? Non, non, pas du tout. On est encore vraiment une start-up. Je me définis comme le coach de l'équipe. Parce que je suis un peu plus âgé que la plupart de mes collaborateurs qui ont plutôt la trentaine. Moi, j'ai 55 ans. Et comme j'ai un peu plus d'expérience, ce que j'apporte à l'équipe, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'apporte le coach d'une équipe de foot. Donc, je sélectionne les joueurs, j'attire les talents. Les joueurs de talent ont tous un gros ego. Donc, je travaille beaucoup à leur permettre de jouer quand même en équipe, bien qu'ils soient tous peu ou prou persuadés que c'est à eux de marquer le but. Il faut qu'ils apprennent à faire la passe. Je leur donne une envie de gagner. Je les coach. Et ça, c'est un boulot qui est très très satisfaisant pour moi et qui implique d'être très proche des gens. Donc je suis complètement disponible pour n'importe lequel des salariés de ma boîte peut m'appeler ou m'avoir sur Skype à tout moment. Et ça, c'est quelque chose que vous avez appliqué tout de suite. Racontez-nous un peu l'histoire de Quelcou. Comment est née cette histoire? Sur le type de management, c'est quelque chose que j'ai appris dans des rôles de management, donc chez Toshiba, chez IBM. Et soit je l'ai appris parce que je l'ai vu, j'ai vu ce mode de management à l'œuvre, soit j'ai au contraire ressenti qu'il manquait vraiment. Et donc j'ai choisi d'avoir cette vision de mon rôle qui est un rôle de coach. C'était quoi votre question? L'histoire Quelcou, comment a-t-elle commencé? L'histoire Quelcou, c'est l'arrivée de l'Internet. On est fin des années 90. Et je suis chez IBM, je suis celui qui explique qu'Internet va tout changer. Va changer la manière de commercer, de communiquer, de collaborer, de travailler. Et en tant que patron du marketing, l'un de mes objectifs, c'est de rajeunir l'image d'IBM. Et donc, je m'associe avec le plus possible de start-up. Pour associer l'image du gros mastodonte IBM avec des boîtes dynamiques, novatrices, qui sont les start-up Internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des startups, également l'univers des VC, du Venture Capital qui finance les startups. Plusieurs amis se sont lancés avant moi. Et à un moment, je me suis dit, moi, je ne peux pas être simplement celui qui dit c'est la chance de notre génération et puis ne pas sauter dans la piscine. Donc j'ai cherché un projet. Après, c'est le hasard des rencontres. J'ai rencontré une personne, un financier qui m'a mis en contact avec des développeurs qui avaient créé la technologie permettant de faire un comparateur de prix. Il n'y en avait pas encore en Europe, mais il y en avait déjà un ou deux aux États-Unis. Et l'intérêt de ce genre de service était évident. Intérêt pour le consommateur, c'est la première fois qu'on pouvait comparer les prix. Avant Internet, ce n'était pas possible. C'est ça. Et pour les marchands, c'était également intéressant parce que ça permettait de générer des ventes supplémentaires avec des milliers d'acheteurs qui découvraient les marchands grâce au service. Donc j'ai démissionné d'IBM et j'ai monté Quelcou avec 4 associés, dont 3 développeurs informatiques. Et rapidement, le succès est venu ou au début, ça a été difficile, laborieux Alors, on est vraiment au tout début de l'Internet. On est en 99, on est en un débit Internet de 56K. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire aujourd'hui. Je peux même je me souviens encore du bruit, je crois. Voilà. Quand le modem se mettait en branle pour aller chercher la connexion. Oui. Donc évidemment, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Donc au début, l'idée était là, mais l'exécution était quand même un peu problématique. Mais on est parti tout de suite avec de grosses ambitions, c'est-à-dire que moi, je voulais tout de suite faire un business au minimum européen. Parce qu'il était évident que, donc je démarrais en France, il était évident que le marché français était trop petit
pour rentabiliser l'investissement technologique qui était nécessaire pour créer le service. Donc au bout de 6 mois, j'avais déjà identifié tous mes concurrents européens et je leur avais proposé de se rencontrer pour discuter d'une fusion. Et j'ai fusionné comme ça avec une boîte en Angleterre et une boîte en Espagne dans les 2 premiers quarters d'existence de la société. On a en fait provoqué la consolidation du marché qui était inévitable. On l'a provoqué délibérément pour être celui qui allait rassembler à la fois les meilleurs talents et les financements, ce qui nous a ensuite permis de grandir très vite et de devenir l'archi-leader en Europe. Et quand vous avez créé Quelcoo, votre volonté c'était assez rapidement de revendre cette société. Dans quel état d'esprit vous étiez en tant qu'entrepreneur? Non, on ne crée jamais une boîte dans l'idée de revendre la boîte. Ce qui motive un entrepreneur, c'est pas le chèque à la fin, le jour où il revend sa boîte. Ce qui le motive, c'est l'aventure humaine. C'est cette envie de changer le monde dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, dans le domaine de la consommation, avec un comparateur de prix, on change le monde. On rend un vrai service au consommateur et on rend aussi un service aux marchands. Et c'est une expérience humaine fabuleuse de monter une start-up. On démarre à 5 et quand j'ai revendu Quelcoo à Yahoo, on était 400. On était le plus gros comparateur de prix dans le monde. On générait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chez les marchands. Donc c'est ça qui est satisfaisant. Moi, au moment où Yahoo est arrivé avec son chèque, j'étais pas forcément vendeur. J'étais en train de discuter avec mon homologue américain pour faire un leader mondial et pour aller concurrencer eBay. Et qu'est-ce qui fait alors qu'à ce moment-là, on change d'avis? Beaucoup de discussions avec mes associés. Il faut savoir qu'aucun d'entre nous n'avait d'argent, mais on n'avait pas le moindre argent en fait. Et quand mes associés ont insisté en me disant « mais Pierre, on parle de 475 millions d'euros en cash, tu peux pas dire non », il y a un moment où j'ai craqué. Et aujourd'hui, vous regrettez? Non, je ne regrette pas, c'était la bonne décision. Le marché des comparateurs de prix est devenu beaucoup plus difficile depuis que Google a fait une OPA dessus. C'est qu'une grande partie du trafic des sites internet et des comparateurs, ça vient de Google. Mais Google a monté son propre comparateur. Il y a d'ailleurs des procès en cours au niveau de la Commission européenne pour abus de position dominante. Parce qu'en fait, Google maintenant présente son propre comparateur beaucoup mieux dans ses résultats que les comparateurs indépendants. Donc la belle époque des comparateurs est un peu finie. Et puis ça m'a permis de faire complètement autre chose et aujourd'hui je m'éclate dans la publicité vidéo. Donc finalement je crois que c'était la bonne décision. Autant pour le projet Quelcoo et Teats qui sont quand même des projets majeurs, on reviendra sur des projets un peu plus mineurs, mais pour ces 2 projets-là, il vous a fallu du temps pour faire un business model, pour essayer d'éprouver votre idée, pour être sûr que les décisions que vous alliez mettre en place étaient les bonnes au début pour ne pas perdre de temps et donc ne pas perdre d'argent, où ça a été plutôt assez rapide et les idées étaient testées au fur et à mesure qu'elles venaient. Alors c'est allé plus vite avec Quelcoo qu'avec Teats aujourd'hui, parce qu'avec Quelcoo on était au tout début de l'internet. On pourrait comparer ça à la conquête de l'Ouest au moment où il y avait encore presque personne. C'est-à-dire qu'il faut aller vite, quoi. Et donc vous montez sur votre cheval, vous courez vers l'Ouest, vous plantez des piquets, et partout où vous avez planté des piquets, c'est chez vous. Voilà. Donc c'était assez facile au début, disons, de prendre de l'espace sur Internet. Le business model a été plus difficile à construire parce qu'en fait, on a été les premiers en Europe à amener ce qu'on appelle le CPC, donc le coût par clic. On allait voir les marchands en leur disant il faut nous payer en fonction du nombre de clics d'internautes qui se rendent sur votre site. Et ça, c'est un business model qui était complètement disruptif, qui est celui aujourd'hui de Google. Mais à l'époque, il n'y avait pas Google. Donc les marchands, au début, nous ont accueillis plutôt en nous disant « mais vous êtes malade, c'est vous qui allez payer pour lister mon catalogue. C'est pas moi qui vais payer pour le trafic que vous m'envoyez. » Donc il y a eu un petit moment d'hésitation, le temps de construire un rapport de force. Puis il faut évangéliser donc les esprits à ce moment-là. Évangéliser les esprits, faire en sorte que les marchands soient capables de traquer les ventes générées par le trafic qu'on envoyait,
ce qui leur a permis de constater que ça valait le coup de payer ses clics parce que derrière c'était rentable. Donc à partir du moment où ça s'est mis en place, le processus est devenu vertueux et quel coup s'est mis à avoir une croissance extrêmement rapide. Et quand on recrute comme ça des équipes de vente, des équipes d'ingénieurs, etc., comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place la stratégie de recrutement? Dans quel état d'esprit vous êtes? Les choses vont vite? Comment ça se passe dans votre tête? Moi, j'ai toujours fait à la fois de la croissance interne, donc recruter des gens, et de la croissance externe. Donc, acquérir des entreprises qui sont dans le même domaine, qui soit amènent une complémentarité technologique, soit sont dans un autre marché où on veut, comme ça, gagner des parts de marché plus rapidement. Donc, pour quel coup, j'ai fait comme ça 8 opérations de M&A. Avec Teads, aujourd'hui, on est également à 8 opérations de M&A. Ce qui est un fabuleux moyen de recruter des gens brillants, parce qu'en fait, ça vous permet de constituer une équipe d'entrepreneurs. Pas seulement une équipe de salariés, mais une équipe d'entrepreneurs. Donc des gens qui sont souvent des visionnaires, qui ont une énergie incroyable, à qui vous allez pas être obligé d'expliquer tous les jours ce qu'ils ont à faire. Par contre, il va falloir les aider à travailler en équipe. C'est mon rôle de coach dont je parlais tout à l'heure. Après, une fois que la société commence à être connue, les gens viennent à vous. Donc aujourd'hui, par exemple, pour Teads, on n'a pas de problème pour attirer les meilleurs du marché dans tous les marchés, y compris aux États-Unis, où on fait un démarrage fantastique. Les gens viennent à nous. Et donc, avec quel coup vous aviez des associés? Aujourd'hui, vous en avez aussi. Le rôle des associés pour vous est primordial dans l'évolution, dans la croissance d'une entreprise, tout simplement. Mais il est absolument primordial. Moi, je ne pourrais pas imaginer de faire une entreprise tout seul. Il y a des entrepreneurs qui arrivent à le faire. Je ne serais pas capable de le faire. Pour moi, c'est vraiment c'est une œuvre qu'on fait en équipe. On a besoin de gens qui sont complémentaires. Et on n'est aussi pas tous les jours au top. Il y a des jours où on est down. Et c'est important à ce moment-là de pouvoir s'appuyer sur ses associés. Quel est selon vous le bon mode opératoire pour que les choses se passent le mieux possible avec des associés? C'est le respect de l'autre, c'est le partage. C'est le fait que si quelqu'un crée plus de valeur, il doit bénéficier de plus de rewards. Donc ça se traduit par exemple par des allocations d'options qui permettent à l'un ou à l'autre de se reluer dans l'entreprise parce qu'il a fait une performance particulièrement importante. Donc c'est vraiment un jeu entre égaux. Même si moi je suis le coach parce que je suis un peu plus un tout petit peu plus âgé, on est tous à égalité. C'est un projet commun. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête de Teads. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, comment elle est née et de quoi il s'agit? Oui, alors à la différence de quel coup qui a été une histoire relativement rapide, 5 ans entre la création et la vente à Yahoo, avec Teads, je me suis cherché un peu plus longtemps, puisque j'ai commencé à recréer de nouvelles startups en sortant de Yahoo en 2005. Oui, parce que vous avez dirigé Yahoo et vous avez démissionné pour vous relancer de nouveau dans l'entrepreneuriat. J'étais président de Yahoo Europe en 2004. Et de nouveau, la grosse structure, c'était peut-être... Voilà, la grosse structure, c'était pas mon truc. J'étais juste un super employé, mais en fait, je pouvais pas réellement agir. Donc, j'ai décidé de repartir à zéro. Et j'ai participé à la création de plusieurs startups qui se sont combinées pour devenir Teads. Qui avaient en commun de travailler dans la publicité et dans l'information. Et aujourd'hui, Teads est devenu un spécialiste de distribution de vidéos publicitaires, en particulier dans les grands médias, dans les plus grands médias de la planète. Donc c'est toujours un petit peu le sujet de départ. Moi je suis un très gros consommateur d'informations, j'adore les médias. Et aujourd'hui, aider les médias à monétiser leur contenu grâce à des formats publicitaires vidéo innovants,
Je trouve ça noble, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, apporter aux marques un contexte de diffusion hyper qualitatif, comme on le fait en diffusant les campagnes sur toute la planète dans les meilleurs médias, c'est également rendre un service important aux annonceurs. Donc on s'est cherché pendant quelques années, on avait les briques en termes de compétences nécessaires, mais il a déjà fallu attendre que la vidéo arrive sur Internet. C'est ça. En 2005, la vidéo sur Internet, c'est complètement embryonnaire. Alors c'est souvent ce qu'on dit, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que il faut être market timing. Okay? Oui. Vous êtes avant le marché, ça ne fonctionne pas. Vous êtes après le marché, là c'est trop tard. Il faut vraiment être au bon moment. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Vous savez que vous avez une idée qui finalement va percer, puisque cela n'existe pas et le besoin va venir, sera là, ou est déjà plus ou moins là. Mais vous n'êtes pas dans le bon marché. Donc comment on vous fait dans ces cas-là? On se dit ok, j'attends, je suis patient, je laisse venir, je vais essayer d'identifier un peu les concurrents. Dans quel état d'esprit vous étiez, vous? En fait, quand vous êtes dans une start-up, au début c'est de la conduite de rallye. On est dans une voiture là qui roule tranquillement. Au début, conduire une start-up, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est vraiment de la conduite de rallye. Donc vous essayez des choses. Il y a des choses qui marchent. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, il faut être capable de donner des coups de volant très rapides. Pour ne pas taper dans le mur. Pour ne pas taper dans le mur. Ouais, Parce que moi, je ne fais pas du tout des startups qui ont comme projet de perdre de l'argent pendant 10 ans pour peut-être un jour être rentable. Donc moi, je suis un industriel. Une entreprise, pour moi, elle a de sens que si elle est rentable. J'aime pas perdre de l'argent. Ouais. Donc, quand un projet ne fonctionne pas, il faut être capable de donner le coup de volant, de rectifier le tir très très rapidement. Jusqu'au moment où vous trouvez vraiment votre sweet spot, le bon marché, vous avez vraiment les compétences pour le prendre. Et là, ça commence à ressembler davantage à de la conduite sur autoroute. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec Teads, où l'offre qu'on a sur le marché de distribution de vidéos, elle est unique au monde, à la fois en termes de contexte de diffusion. On est partenaire des plus beaux médias de la planète et on a un volume disponible phénoménal. Donc on est capable de répondre vraiment aux besoins du marché de manière massive. C'est pour ça qu'on est en hyper croissance. Actuellement, on fait une croissance tous les mois d'à peu près 100% par rapport à l'année dernière. Cette année, on va faire 75 millions d'euros, 100 millions de francs suisses. L'année prochaine, je pense qu'on devrait être pas loin du double. Donc c'est déjà une super belle réussite. Quand on vend Yahoo et qu'on empoche plusieurs millions, on a le droit aussi d'avoir beaucoup de certitudes. Comment on fait quand on repart dans une nouvelle start-up avec une nouvelle idée et que l'on voit que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, pour prendre ces certitudes, les mettre de côté et se dire voilà, il faut que je remette la main à l'ouvrage et que je reparte plus ou moins de zéro? Il faut avoir beaucoup de curiosité. Okay. Il se peut que certains entrepreneurs à succès deviennent un peu autistes. Ça arrive des fois. Moi, je lutte radicalement contre ça. C'est-à-dire que au quotidien, au quotidien. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui gagne, et même l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui apprend plus vite que les autres. Sur des marchés comme les nôtres qui sont en évolution permanente, il ne faut pas croire que le rythme de changement diminue. Sur Internet, il augmente, avec le mobile et toutes les nouvelles technologies. Donc l'équipe qui gagne, c'est celle qui apprend plus vite que les autres. Et ça, c'est possible qu'en étant toujours dans une démarche d'humilité, à l'écoute de tout ce qui se passe sur le marché, à l'écoute des clients, à l'écoute des concurrents, à l'écoute des nouvelles idées. Il faut beaucoup se méfier des certitudes. Ça, c'est un grand danger. Oui. Vous êtes lancé dans plusieurs projets entrepreneuriaux. Tous n'ont pas fonctionné. Ça fait partie du cycle normal de l'entrepreneur de tester aussi des startups, des idées qui ne fonctionnent pas et de se dire là finalement non, je vais apprendre de cet échec-là. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et même vous conseillez de le faire? Je pense que si vous pouvez réussir du premier coup, c'est mieux. mais si vous vous plantez et que vous comprenez pourquoi, le point clé c'est de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à analyser leurs échecs.
Mais si vous êtes capable de comprendre pourquoi, ça sera certainement une expérience utile pour la suite. On a le sentiment en vous écoutant que vous êtes dans un jeu permanent et que vous n'êtes pas du tout à la recherche d'un profit quelconque ou d'une gloire quelconque, mais plutôt de vous amuser au quotidien. Est-ce que c'est vraiment l'essentiel, selon vous, pour un entrepreneur? Il faut avoir ça à l'esprit au quotidien pour avancer? Complètement. Complètement. Le slogan interne chez Teads, c'est « Playing to win ». Okay. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que on ne joue pas seulement pour participer, on joue pour gagner. Parce que, en fait, c'est vrai que je suis assez joueur, même en dehors du business, mais quand je joue au ping-pong, à la pétanque ou aux cartes, ou à un jeu de société, c'est pour gagner. Sinon, c'est pas intéressant. Hein. Mais en même temps, si vous voulez gagner, mais vous ne profitez pas du jeu, c'est pas non plus intéressant. C'est le chemin qui est important, plus que le but. Hein. Et je trouve que l'expression « playing to win » résume bien mon état d'esprit et celui que je veux diffuser dans mes équipes. On peut dire que l'entrepreneuriat, finalement, ne vous quitte jamais, ou ne vous quittera jamais. Ça, c'est sûr, c'est clair. J'imagine que les sollicitations doivent être nombreuses quand on a réussi, comme c'est votre cas. Comment vous faites pour être sélectif dans les projets, dans les demandes quelconques? Comment vous arrivez à gérer Alors, votre temps? depuis que Teads a vraiment pris son élan, je me concentre à 100% sur Teads. Okay. Donc, par exemple, quand un entrepreneur vient me voir et me propose de l'aider dans un projet, je suis obligé de lui dire non. Parce que j'ai pas de temps à lui consacrer et en plus je n'ai pas non plus d'argent à investir parce que j'ai tout investi dans Teads. Il y a eu une ou deux exceptions, mais ce sont vraiment des exceptions. Je suis à 100% concentré sur mon entreprise. Okay. Et c'est ça aussi, peut-être une des clés, ne pas multiplier les projets. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Essayer peut-être de tester certains projets, et puis une fois qu'on a identifié le bon, mettre tout le paquet dessus. Exactement. Mais c'est aussi une histoire de rencontre. On a parlé tout à l'heure de l'importance des associés. Ouais. Pour vous engager dans un projet, en tout cas pour moi, pour que je m'engage dans un projet, il faut que je rencontre les personnes avec lesquelles j'ai envie de passer une longue tranche de vie avec des moments intenses, pas tous faciles, et qu'on ait du plaisir à aller jusqu'au bout de cette aventure. Donc vous nous dites aussi que vous êtes quand même très sélectif, mais ce qui fait peut-être parfois la particularité des entrepreneurs, cela réside dans le fait que ce sont des gens qui vont aller beaucoup au contact des autres, vont discuter avec beaucoup de gens, s'inspirer des uns des autres, etc. Et puis parfois, on va se rendre dans un lieu où on ne pensait pas aller, où on n'avait pas forcément envie d'aller, et puis tac, il va se créer une rencontre incroyable qui va déboucher sur des suites qu'on n'avait peut-être même pas imaginées. Donc comment vous arrivez à répartir votre temps entre la sélectivité pour être concentré à 100% sur votre nouveau projet et puis ne pas passer à côté d'opportunités? Alors, je ne recherche pas forcément des opportunités, encore une fois, parce que je m'éclate complètement dans ce que je fais aujourd'hui avec Teads. Et puis, j'ai fait un choix de vie d'habiter à Genève. Si je voulais multiplier les opportunités, j'habiterais à Londres, à New York ou à Paris. Hein, parce que l'écosystème Internet à Genève est quand même pas gigantesque. Mais je vais vous raconter une histoire. Donc juste après avoir vendu Quelcou, tous les jours, j'ai des entrepreneurs qui m'approchaient pour me dire « Est-ce que tu pourrais m'aider dans mon projet, au moins me donner des conseils, me financer, etc. » Et ils m'envoyaient des PowerPoint tous les jours qui étaient assez pénibles à lire, mais je faisais l'effort de lire. Puis un jour, j'en ai eu marre et je suis également blogueur. Et j'ai annoncé sur mon blog que je ne lirais plus de PowerPoint et que je ne m'intéresserais qu'au projet qu'on me présenterait en vidéo, avec une vidéo courte où les fondateurs m'expliquent le projet. Et que je m'engageais à investir dans le meilleur projet qui serait présenté. C'était en 2006, si je me souviens bien. Le gagnant du projet, c'est aujourd'hui mon associé, c'est Bertrand Quesada, qui en fait m'a convaincu à travers une vidéo de 3 minutes et ensuite évidemment à travers la rencontre qui a suivi et les qualités humaines qu'il a démontrées. Et qu'est-ce que vous voulez nous
Quel message vous voulez faire passer en nous expliquant cet exemple-là? Que c'est, encore une fois, que c'est d'abord une expérience humaine. Un PowerPoint ne dira jamais qui vous êtes. Et quand on réfléchit aux investisseurs, hein, moi je ne fais pas partie des investisseurs, mais ceux qui m'ont fait confiance au début de cette nouvelle aventure, ils n'ont pas investi dans le projet, ils ont investi dans nous. Ils nous ont fait confiance sur notre capacité à réussir, c'est-à-dire à faire pivoter le projet autant de fois que nécessaire pour trouver le chemin du succès. Bon, ça illustre parfaitement le conseil que beaucoup donnent, c'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, si vous n'avez pas la bonne équipe, ça ne fonctionnera jamais. Oui, on a l'habitude de dire l'idée ne compte pas ou peu, c'est l'exécution qui compte. Ça, oui, alors, c'est un peu excessif, mais c'est quand même très vrai. En partie, oui. C'est-à-dire qu'il faut, si vous avez une bonne idée, si vous avez trouvé un bon créneau, vous allez nécessairement être en concurrence avec beaucoup d'autres entreprises qui ont vu la même opportunité. Et il y aura probablement qu'un ou deux gagnants. Donc, ce qui fera la différence, c'est quoi? C'est l'exécution. Et l'exécution, c'est les hommes. Quel est le meilleur endroit, selon vous, pour avoir des bonnes idées? À quel moment vous êtes le plus propice pour générer des bonnes idées? Alors, moi, c'est souvent la nuit. Même si peut-être je dors, mais en fait, je synthétise beaucoup d'informations la nuit. Et je me réveille souvent le matin avec les idées très claires, ayant réglé un certain nombre de questions qui me préoccupaient la veille. Ça peut être aussi dans un contexte complètement en dehors du boulot. Moi, par exemple, mon autre passion, à part l'entreprise et Internet, c'est l'escalade. C'est un moment où je prends du recul, où je ralentis le flot de pensée accéléré qu'on a tous les jours, et où je réfléchis au sujet de fond. Oui, c'était la question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les activités qui vous divertissent, avec lesquelles vous arrivez à prendre du large par rapport à vos activités. Donc l'escalade, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas, des activités philanthropiques ou autres? C'est beaucoup la nature, et en particulier l'escalade. Bon, je fais aussi beaucoup de marches en montagne, de ski, etc. Mais mon truc, c'est vraiment l'escalade. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans l'escalade qui vous aide? C'est finalement assez proche du pilotage de start-up. C'est-à-dire que vous avez une gestion du risque, une prise de décision, une nécessité de prise de décision très rapide. Parce qu'en escalade, le but du jeu, c'est d'être toujours à votre limite, à la limite de la chute, de toucher la limite sans la franchir. Donc vous êtes dans une intensité très forte et vous êtes en permanence obligé d'avancer parce que si vous n'avancez pas, vous tombez. Vous ne pouvez pas rester, vous vous fatiguez très vite. Donc vous êtes obligé de prendre des décisions rapides en mesurant le risque. Et ça me permet d'être rarement stressé en pilotant une start-up. Souvent les gens me demandent, mais vous n'êtes pas stressé avec cette start-up internet qui est en hyper-croissance, vous pourriez avoir un problème. Non, je ne suis pas stressé, je suis simplement concentré. Et c'est un petit peu l'escalade qui m'a appris ça. Si on fait les choses bien, eh bien le temps fera son œuvre pour que tout se passe bien, c'est un peu ça? Oui, parce que bon, l'escalade, c'est la perfection du geste qu'on recherche. Dans une entreprise, c'est la plus haute qualité possible dans tout ce qu'on fait. Dans le service aux clients, dans l'attention qu'on porte aux membres de l'équipe, dans la communication, dans absolument tous les compartiments du jeu. Moi, j'ai une exigence de qualité très très forte. Je suis très suisse de ce point de vue-là. Quel conseil
vous pourriez donner à un entrepreneur qui a déjà commencé un business ou quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il doit avoir à l'esprit? Quelle attention particulière il doit donner à une chose plutôt qu'une autre, à votre avis? C'est une question très très large. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner une ou deux idées qui me viennent à l'esprit. Dans les premières choses les plus importantes, c'est qu'il faut absolument être un expert de son marché. Vous ne pouvez pas vous lancer ni réussir sans être un meilleur expert de votre marché que vos concurrents. Donc ça ramène à la curiosité et à la capacité à apprendre rapidement dont on a parlé tout à l'heure. Deuxième point qui est archi fondamental, c'est avec qui vous montez votre entreprise. Avez-vous des associés qui sont complémentaires, qui vont savoir faire mieux que vous certaines choses, vous compléter, allez-vous être capable d'attirer des talents dans l'entreprise? Parce qu'il faut se souvenir que, je crois que c'est vrai dans tous les secteurs, une entreprise c'est d'abord une histoire humaine, c'est d'abord une histoire d'hommes. Et les entreprises qui réussissent, c'est parce que c'est une équipe qui gagne. Même dans les entreprises les plus emblématiques, je pense par exemple à Apple, il n'y a pas que Steve Jobs. S'il n'y avait pas eu derrière lui Jonathan Ive et un certain nombre de gens géniaux, Apple n'aurait pas été Apple. Donc je crois que c'est vrai dans toutes les aventures, on ne part pas tout seul dans ce genre d'aventure. C'est une aventure collective. Après, il ne faut pas avoir peur de bosser, c'est clair. Mais il faut que le travail soit un jeu. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas la différence entre les moments où je travaille et les moments où je ne travaille pas. La notion d'horaire de travail, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Il faut avoir beaucoup de passion. Je crois que le mot-clé, c'est la passion. Si vous êtes passionné, que vous avez une capacité à apprendre et une ouverture aux autres, vous pouvez que réussir. Ça, je trouve que c'est un bon conseil et effectivement une belle conclusion. Merci en tout cas, Pierre Chapas, d'avoir fait Merci pour la promenade en voiture. Un petit bout de trajet avec nous. Et puis surtout, bonne chance dans votre nouveau projet avec Tite. Merci beaucoup.